Benoît Jacot, bonjour. Bonjour. Le premier mot que j'ai envie de vous soumettre est le mot signifiant. Mais signifiant, c'est un mot qui a maintenant beaucoup d'usage, mais qui vient de la science du langage. Signifiant, ça veut dire qui signifie quelque chose, si on prend le sens. Bon, alors, si j'essaie d'imaginer de quoi vous me parlez à propos de ce que je fais, en effet, il y a quatre tableaux, trois décors dans la mise en scène que j'ai faite de Traviata. Et j'ai essayé de concentrer, disons, le sens dramatique ou dramaturgique de chacun de ces tableaux dans un seul élément qui prend à peu près toute la place. Alors, on peut dire que, oui, sans doute, cet élément devient signifiant, encore que, à mon sens, c'est pas tout à fait exact. Mais bon, cet élément devient prépondérant en tout cas et déterminant quant à l'image qu'on se fait de chacun des tableaux de cet opéra. Alors donc pour le premier de ces tableaux, il y a un immense lit de courtisanes, on peut dire, enfin très marqué de ce côté-là, d'autant plus que sur le panneau du lit, j'ai fait accrocher à une taille très agrandie le tableau de Manet qui s'appelle l'Olympia, parce qu'il me semble qu'entre ce tableau et ce que la Traviata m'évoque, en tout cas à moi, il y a des rapports très serrés. Et puis ce lit a cette importance parce que, après tout, la Traviata, on pense toujours que c'est le prénom du personnage de l'opéra. Non, c'est Violetta. Elle s'appelle Violetta, et la Traviata, ça veut dire simplement la dévoyée, mot à mot, celle qui a pris le mauvais chemin. Donc, ce qui m'intéressait, c'était que soit très visible ce lit comme étant à la fois l'espace principal de son existence et carrément son instrument de travail. C'est là que ça se passe, oui, absolument. En tout cas, le tableau se passe autour de ce lit et voilà, et distribue l'espace scénique. Il y a également deux autres éléments qui sont l'escalier et l'arbre. Et si je vous disais signifiant tout à l'heure, c'est parce que il y a très longtemps, vous étiez entre 20 et 30 ans, vous avez fait un documentaire sur Lacan. Oui, alors Lacan, évidemment, moi, quand vous dites signifiant, moi je pense à Lacan. Voilà, si vous me dites répondez signifiant quoi après, je dis Lacan. Voilà. Ouais. Mais après, on n'est pas très avancé. Hein. Non, mais après, on parle de l'escalier, on parle de l'arbre. Pourquoi si vous voulez, c'est pas inintéressant la consécution de ces signifiants-là, c'est-à-dire ces trois mots-là, lit, escalier, non, dans l'ordre, lit, arbre, escalier. Ouh, là, si on dit ça sur un divan, ça doit pouvoir se poursuivre. Deuxième mot, parce que ça a aussi à voir avec le passage du cinéma à l'opéra, c'est pathos. C'est-à-dire que l'opéra, c'est quand même le lieu de la grandiloquence. Est-ce que vous l'acceptez, la grandiloquence? Donc le deuxième mot que je vous soumets, c'est pathos. Qu'est-ce que vous en faites du pathos de l'opéra? Déjà, le mot pathos, celui-là aussi, vous choisissez des mots très très valises, hein, parce que pathos, ça définit maintenant pour le sens commun ce qui s'exprime de façon emphatique. On prépare la scène là, en ce moment. Ouais. Et en fait, pathos, c'est l'origine, l'étymologie, c'est passion. C'est le mot grec pour passion, pathos, et c'est devenu ensuite, du coup, le mot pour subir, souffrir, voir, voilà. Donc ça, oui, je dirais que l'opéra, dans le meilleur des cas, pour moi, que je sois spectateur ou metteur en scène, c'est une exposition de tous les états possibles de la passion. C'est ce qui consume, c'est ce qui brûle, c'est ce qui met hors de soi. Dans votre cinéma, le mot qui viendrait derrière pathos, ce serait intime, puisque vous filmez plutôt l'intime, donc vous êtes plutôt sur la réserve ou sur la curiosité de l'intérieur. Donc là, on a l'impression d'un grand écart. Oui, mais c'est justement cet écart-là qui m'intéresse, y compris au cinéma. C'est-à-dire que
que les choses se passent comme on retourne un gant et que l'intérieur devienne extérieur et éventuellement l'inverse. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est pas le recto ou le verso, c'est le recto verso. Diriger. Est-ce que vous dirigez comme metteur en scène? Je dirige au sens géographique, mais je ne dirige pas au sens militaire. C'est-à-dire? Bah, je ne donne pas. Il s'agit surtout des interprètes, mais après tout, même les collaborateurs, les techniciens avec qui je travaille constamment, je ne les dirige pas au doigt et à l'œil. Je leur suggère des choses. J'essaye de leur indiquer, de les amener quelque part où ils trouveront la liberté de faire ce qui appartient à leur talent. Et du coup, leur talent devient vraiment, autant que possible, partie prenante de ce que moi je veux faire. Expression suivante, de dos. Comme dans l'expression faire chanter de dos. Est-ce que c'est une impossibilité de la mise en scène à l'opéra? Ça pose réellement des problèmes, c'est problématique. Donc il faut trouver, si on tient à un certain, comment dire, un certain profilage des choses, ce qui est mon cas souvent, j'essaye de trouver avec les chanteurs et de leur faire comprendre l'enjeu de ça, dramatiquement, de sorte qu'ils puissent se livrer à cette volonté, à ce qu'ils comprennent que c'est pas un caprice, parce que ça c'est très important, que c'est pas une petite vue de l'esprit comme ça pour faire joli, mais que ça participe du drame et donc éventuellement de leur art. Mais il faut évidemment que techniquement aussi ça puisse pour eux être pratiqué, ce qui est pas si commode. Parce que le chant se projette, doit trouver des surfaces pour se réfléchir et des équilibres dont, alors là, pour le coup, je suis pas spécialiste. Je peux leur demander des choses qui deviennent pour eux chanteurs et c'est ça, pour commencer leur art, infaisable. Mot suivant, ça a toujours à voir avec la mise en scène, c'est fosse, comme fosse d'orchestre. Oui. Bah, en fait, moi, on m'a dit que probablement ça venait du fait que je fais du cinéma, donc des gros plans ou des plans plus larges. Voilà, et c'est vrai que ce que je fais sur scène, de façon intuitive, presque automatique, réflexe, c'est d'organiser la profondeur, de les faire s'éloigner ou se rapprocher selon ce qui se passe. Et quand je les éloigne, j'essaye de les éloigner beaucoup. Et quand je les rapproche, j'essaye de les rapprocher au plus près de ce qui est pour eux le vide, la part aveugle, la fosse d'orchestre, d'où sort la musique, et le public qui est en principe, espérons-le, tout ouïe et tout regard. Deux autres mots pour l'anecdote, le mot moquette ou caprice. Moquette ou caprice? Je sais pas. Ah, moquette, caprice? Alors moquette, vous me l'avez soufflé tout à l'heure, vous m'avez rappelé. Oui, c'est vrai que sans aucun caprice, et là pour le coup avec même je dirais un sens du détail pratique et du réalisme qui m'a assez surpris sur le moment. La chanteuse Diana Damrau a prévu, dès qu'elle a marché, dès qu'elle a parcouru le sol scénique, qu'elle aurait des ennuis, qu'il y aurait des problèmes entre sa robe et ce sol qui était pour une part, enfin tout près de l'orchestre, tout près de la fosse justement où j'essayais de l'amener, et que sa robe accrocherait, que le tissu accrocherait. Et que donc pour elle, ça serait ce détail qui paraît minuscule deviendrait un truc épouvantable. On peut imaginer toutes sortes de gags, la robe qui s'accroche et qui reste, elle se retrouve en lingerie à chanter, ce qui sont pas mal d'ailleurs, Traviata, pourquoi pas, mais non, elle n'est pas. Robe ou haute forme? Robe ou haute forme? Ou les deux?
Des robes, il y en a beaucoup dans cette production, dans cette mise en scène. J'ai demandé des robes très précises, enfin avec des silhouettes très précises, qui sont les silhouettes de l'époque dite de cette Traviata, fin 19e, mais très exagérées, très accentuées. C'est-à-dire ce sont d'énormes corolles, d'où sortent ces bustes qui du coup semblent frêles et fragiles. Et quant aux hautes formes, ça, tout se passe, on l'oublie beaucoup, me semble-t-il, dans les mises en scène qui se font. Tout se passe pendant le temps du carnaval à Paris, et dans un milieu qui, par définition, à commencer par elle, Violetta, la Traviata, est un milieu de fêtards. Donc je souhaitais beaucoup donner ce sentiment de fête, de militantisme de la fête, d'activisme de la fête, de fête obligée. Et du coup, dès le départ, qu'il y ait une espèce que les chœurs constituent une espèce que le chœur constitue une espèce de régiment de fêtards à uniforme, avec donc hommes et femmes sont en frac et en haute forme, et sont très groupés avec une gestuelle extrêmement limitée, de sorte que ça a plutôt quelque chose de militaire que quelque chose de fêtard. Le mot suivant est espagnolade. Au début du deuxième tableau du deuxième acte, c'est carnaval, comme pour les autres actes. Mais c'est précisément une fête chez la copine de Violetta, Flora, dont le thème est l'Espagne, et donc dont l'espagnolade est la recommandation costumée. Très souvent, les mises en scène zappent ça et l'enlèvent, histoire de s'en débarrasser, ce qui est dommage parce que musicalement c'est très ravissant. Mais c'est évidemment une pièce rapportée. Donc moi j'ai essayé d'intégrer ça dans l'idée de carnaval et dans l'idée de travestissement. C'est-à-dire que je me suis souvenu des dessins espagnols de Cocteau, avec des tauromachis, des flamencos, etc. Et j'ai essayé de faire quelque chose autour, et avec beaucoup de travestis, c'est-à-dire des danseuses de flamenco hommes déguisées. J'ai essayé de reprendre ce thème-là. Alors on me l'a assez reproché là ces derniers temps. On m'a dit que j'avais pompé l'Autrichien là qui a gagné l'Eurovision déguisé en espagnol, en femme à barbe. Mais dans l'Eurovision, il y avait aussi on a tous un banc, un arbre, une rue, hein, en termes de signifiant. Oui, mais alors moi j'ai rien vu, je connais pas, j'ai juste vu la photo de ce type. Mais il paraît que c'est de toute évidence pompé, mais bon, moi ça fait 1 an que j'avais pensé à ça, donc c'est peut-être lui qui a pompé mon idée, quelqu'un la lui a soufflé, j'en sais rien. Absolument. Je pourrais vous dire Dreyer, mais je vais plutôt vous dire Chéreau, Haneke et Polanski. C'est curieux comme consécution parce que Dreyer, à ma connaissance, n'a jamais mis en scène d'opéra. Il n'y a pas un de ses films où on voit un bout d'opéra. Mais c'est une de vos références. Ah ça pour le coup, oui. Ceci dit, si quelqu'un avait eu l'heureuse idée de demander à Dreyer de mettre en scène un opéra à Copenhague, ça alors j'aurais donné très très cher pour vivre 50 ans en arrière et voir ça, oui, ça sûrement. Oui. Maintenant, les autres noms que vous m'avez cités, eux, ont fait de l'opéra. Avec plus ou moins de réussite. Hein. Alors ça, je ne sais pas, parce que Haneke, je n'ai pas vu, Polanski, je n'ai pas vu, Chéreau, par contre, j'ai beaucoup vu. Beaucoup, parce que j'étais lié à lui, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, et qui, d'après moi,
avait un lien avec l'opéra tel que c'était probablement l'espace scénique, cinéma compris, où son talent, son inspiration et son expiration aussi, c'est un jeu de mots assez désagréable, mais pouvait s'exercer le mieux. Enfin, les Wagner de la tétralogie de Chéreau, c'est indépassable, d'après moi. Belle référence. Pour terminer cette conversation, il y a un mot, enfin non pas un mot, un nom que je ne peux pas ne pas évoquer, c'est Duras. Eh ben, ça pourquoi ça se peut toujours ne pas l'évoquer, chère Marguerite, mais Marguerite Duras avait un... Je pense pas qu'elle aimait l'opéra, à proprement parler. Mais ces livres peuvent être considérés comme des opéras. Et voilà, c'est pas faux, enfin c'est même assez vrai. Je pense elle-même avait de la littérature, enfin du geste d'écrire, une idée probablement assez raccordable à l'opéra, c'est-à-dire ne serait-ce que l'usage qu'elle a toujours fait, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit filmée, enregistrée et diffusée, l'usage qu'elle a fait des voix. Je pense que ça... Je pense que India Song est une sorte d'opéra étrange, mais une sorte d'opéra. Ouais. C'est juste. Deux questions encore. La première, c'est Buñuel et Femmes de chambre. Buñuel est un cinéaste que j'adore. Le journal d'une femme de chambre n'est pas du tout le film de lui que je préfère. Et il se trouve que je suis en train de tourner la 3e version, à ma connaissance, du journal d'une femme de chambre, puisque le premier, à ma connaissance, je me trompe peut-être, il y en a peut-être eu avant, le premier c'était Renoir, quand il était aux États-Unis. Le deuxième, donc, Buñuel, avec Jeanne Moreau, et le troisième, si Dieu me prête vie encore 2 mois, ça sera le mien. Avec quelle envie, quel entrée, quel regard, pardon, sur ce journal-là? Je ne saurais vraiment le dire encore. À vrai dire, j'avais jamais lu le livre. C'est une amie très fine qui m'a beaucoup poussé à le lire pour en faire un film. Ça, a priori, l'idée m'excitait avant de le lire à cause des deux films précédents. Parce que pour solliciter des cinéastes comme ceux-là, il fallait qu'il y ait très probablement une matière forte, en tout cas appelante. Et quand je l'ai lu, j'ai eu immédiatement à la fois le sentiment de quelque chose de très daté et paradoxalement de très actuel, comme si d'aujourd'hui avait des échos avec le hier le plus néfaste. Et cet écho-là m'intéresse, à travers un personnage de femme qui est réduite quasiment par les rapports sociaux à l'état d'esclavage. 2 questions. La dernière concernera les femmes. Une question avant sur l'idée de l'argent. L'argent, il y en a beaucoup dans l'opéra. Il n'y en a pas forcément beaucoup dans la production de cinéma. Qu'est-ce que vous faites avec ce mot-là? Et accessoirement avec l'usage de ce qu'il signifie. Ouais. Mais c'est un mot, c'est un mot très dangereux parce que je déteste l'argent, je déteste l'idée d'une possession financière. Je déteste historiquement et politiquement, je dirais, ce que l'argent fait faire. Et ce que je fais et qui est ma respiration même demande de l'argent. Donc je suis très très habile pour en trouver. Comment expliquer cette fourche bizarre? On n'est pas sur le divan. Le dernier mot, la dernière expression, si elle existe,
qu'est-ce que c'est qu'une femme dévoyée aujourd'hui? Ou quelle serait l'incarnation de la Traviata aujourd'hui? Quels sont ces êtres perdus qui... Bon, pour moi, un être dévoyé, disons une femme, puisque Traviata c'est la dévoyée, ce serait quelqu'un, quelqu'une qui aurait renoncé totalement à son désir par la force des choses. Voilà. Merci Benoît Jacot. Merci. Je vous laisse aller inspecter Oui, dernier œil sur le plateau et ses signifiants. Bon, bah, je vais essayer de m'en sortir. Merci à vous. Merci.